Bonjour, 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 bonjour. Mes followers, vous êtes toujours là, en bonne santé? Oui, j'espère bien, moi je le suis. Et je remercie Dieu, je le rends grâce pour cette santé qu'il m'a accordée. Et je viens encore vers vous aujourd'hui pour vous amener dans l'actualité un truc qui se passe ici sur notre continent. Entre-temps, c'était Ebola qui avait fait tellement de victimes et c'était même pas son premier tour. Ou bien, ni son deuxième. Voilà. Ebola est encore là avec une nouvelle souche appelée Bundi Bugyo. Une souche rare qui n'a pas encore de vaccin spécifique. Aujourd'hui, c'est déclenché encore à l'épicentre de là où c'est ça a vu sa naissance, c'est-à-dire le virus en question a vu sa naissance et que ça a encore commencé dans la localité en question. Il s'agit de quel pays? République démocratique du Congo, où actuellement la fièvre d'Ebola a fait plus de 130 morts et plus de 500 cas déjà recensés. La propagation, on dirait que c'est rapide, selon les informations. La propagation est tellement rapide. Ces cas sont confirmés dans des zones urbaines qui sont, c'est-à-dire dans le pays en question RDC, et c'est vraiment contaminant. Surtout, le corps qui est vraiment exposé à ça, c'est le personnel médical. L'OMS affirme et dit qu'il est à pied d'œuvre pour apporter main forte aux autorités congolaises pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir prendre en charge les malades, les gens atteints ou bien les gens affectés par le virus Ebola en question là. Je vous invite à suivre l'interview d'un spécialiste avec un journaliste que j'ai trouvé un peu intéressante et instructive. Donc je vous invite. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Merci. C'est toujours votre humble ami, frère Sylvanus Kouevi. Suivons l'entretien ensemble et à la fin, on va se pincer dans les commentaires pour que tout le monde puisse dire ce que lui pense de ce retour de la fièvre Ebola et donner ses avis. Et également à la fin de l'interview, on va se pincer pour se dire au revoir. Merci. Restons connectés et suivons l'entretien jusqu'à la fin. Le spécialiste a dit beaucoup de choses très intéressantes. Merci. Et on va tenter d'y voir plus clair avec vous. Éric Dortanzio, bonjour. Médecin épidémiologiste, je le disais, à l'ANRS, maladie infectieuse émergente, à l'agence de l'INSERM. On va peut-être commencer par, on vient de l'évoquer rapidement ici, dresser peut-être la fiche d'identité d'Ebola. Oui. Quand on entend ce mot, en général, on n'est pas très content. Oui, on est inquiet. C'est une maladie qui est grave. Le taux de létalité tourne autour de 30 à 50%. Sans presque traitement, une chance sur deux de trépasser. Donc, effectivement, la gravité de la maladie fait que, quand on entend le mot, ça fait peur, bien sûr, pour les gens qui vivent, surtout dans les zones touchées. La deuxième chose, c'est que ce virus a plusieurs souches. Et là, on est face à une souche qu'on connaît moins bien que la souche Zaïre qui donne habituellement les épidémies en RDC. Donc là, c'est la souche Bundi Bugyo. Pour laquelle il n'y a eu que 2 épidémies décrites jusqu'à présent, donc un faible nombre de cas au total, et du coup, moins d'avancées sur la recherche, sur les avancées
thérapeutique et vaccinale. Quand on n'a pas beaucoup de recul, on n'aime pas en général, effectivement. Ebola, comment ça se matérialise? Comment est-ce qu'on détecte? Parce que là aussi, on a mis un peu de temps à comprendre qu'il s'agissait d'Ebola. Oui, alors des informations qu'on a, on a l'impression que ça court depuis plusieurs semaines. L'annonce a été faite ce week-end, mais on est déjà à plus de 280 cas, 80 décès suspects. Donc vous imaginez bien que... On est passé à 91 morts et on est à 350 cas suspects, ça va vite effectivement. Voilà, ça va vite. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs semaines de recul, avec le premier cas probablement en avril, peut-être avant, et les investigations le diront. Comment on la reconnaît? Donc c'est comme les autres souches, c'est la même maladie. Les personnes ont de la fièvre, les personnes vont avoir une grosse fatigue, des maux de tête, des vomissements, des diarrhées dans un premier temps. Et puis ça peut se compliquer effectivement par des signes hémorragiques avec une atteinte des organes. Et là, il va y avoir une complication générale et probablement le décès s'il n'y a pas de prise en charge. Voilà, c'est la fièvre hémorragique qui conduit à la mort. Je disais, on a mis du temps à arriver à détecter le terme Ebola à l'origine de ce virus parce que ça, dans un premier temps, peut être assimilé à une grippe, au palu aussi. Je crois qu'on a cru à des cas de palu dans un premier temps. Exactement, les symptômes ne sont pas complètement spécifiques, donc ça peut être du palu, ça peut être de la grippe, ça peut être d'autres maladies virales. Ce qui se passe en général au début des épidémies d'Ebola, le premier cas en général s'infecte auprès d'un animal, puisque le réservoir est animal, probablement la chauve-souris. Il y a des hôtes intermédiaires avec des singes, donc souvent contamination par la chasse, par la manipulation d'animaux infectés par le virus. Et ensuite, cette personne va être malade et des personnes proches dans le foyer ou au sein des centres de santé vont s'occuper de cette personne sans précaution particulière, puisqu'on ne connaît pas encore le diagnostic, et vont aussi elles-mêmes s'infecter puisque ça se transmet par les fluides au contact de la personne. Donc là, en l'occurrence, vous parlez du patient 0, on en parlait récemment avec l'antavirus. A priori, ce serait un infirmier qui se serait présenté le 24 avril dans un centre de soins, et ce qui a peut-être mis la puce à l'oreille, c'est que les soignants qui l'ont pris en charge, il y en a 4 qui sont décédés en quelques heures seulement. Alors effectivement, c'est ce que j'ai lu sur le patient 0 qui se serait présenté avec des symptômes. Comme je disais, des infirmiers, des médecins prennent en charge sans protection, parce que vraiment il faut se protéger quand on prend en charge. Et donc après il y a un temps d'incubation, donc probablement pas dans les heures qui ont suivi pour les infirmiers qui sont décédés, mais il y a toujours un temps d'incubation de quelques jours entre le moment où on va être infecté, on va toucher le virus, et le moment où on va développer les symptômes. Et effectivement, après, ça peut aller très vite sur les chaînes de contamination et la gravité de la maladie. Une fois qu'il s'est déclaré, le virus, quand vous dites ça va très vite, c'est de l'ordre de quoi? De quelques jours, quelques heures? Disons qu'une fois que les symptômes apparaissent, il va y avoir une phase de 3, 4, 5 jours où voilà, il va y avoir tous ces symptômes, et ensuite la gravité peut s'accélérer dans les jours qui suivent. Il y a une enquête qui est en cours justement pour essayer de déterminer de façon exacte et officielle le point de départ de tout ça, l'origine de l'épidémie. Est-ce que c'est important ou est-ce que la priorité, elle est ailleurs là? Et disons qu'il faut faire les deux en parallèle. Là, la priorité, effectivement, c'est la prise en charge, l'isolement des malades, de ceux qui sont infectés, pour éviter qu'ils transmettent à d'autres personnes. C'est aussi de rechercher les contacts des malades déjà dans les centres de santé, ce qu'on appelle le contact tracing, pour aussi les surveiller et voir s'ils ne développent pas de symptômes et qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres. Donc ça, c'est vraiment essentiel au tout début de l'épidémie, agir vite pour isoler et tracer, pour essayer de maintenir au plus l'épidémie. Après, effectivement, c'est très important de savoir aussi d'où vient le virus, quelle est l'origine. J'ai parlé du réservoir animal, mais il ne faut pas oublier que sur la souche Zaïre, on sait qu'il peut y avoir éventuellement une transmission sexuelle avec des rescapés d'épidémies antérieures qui gardent le virus en eux et qui peuvent le transmettre au cours de rapports sexuels. Donc il y a une vraie enquête d'investigation qui va se déterminer dans les jours qui viennent. Bon, il y a un double travail qui doit se faire en parallèle, si je comprends bien. Ebola, il y a ce taux de létalité, 50%, on vient de le dire, 15 000 morts identifiés en Afrique au cours de ces 50 dernières années. La mise en quarantaine des cas contacts, parce que là, le patient 0, si c'est bien lui, c'était le 24 avril dernier, on est le 18 mai, il s'est passé beaucoup de temps entre ces deux dates, et donc potentiellement de très nombreux
cas contacts. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Je parlais de cette alerte déclenchée hier par l'OMS, alerte internationale. Ça veut dire quoi déjà? Alors, ça veut dire que la situation est très sérieuse et grave dans la région. C'est une urgence de santé publique de portée internationale, mais ils n'ont pas déclenché le niveau 3, qui est le niveau maximal, avec le risque pandémique sur tous les continents. C'est l'avant-dernier niveau. C'est l'avant-dernier niveau. Là, on est vraiment sur une épidémie grave dans la région, et effectivement, le risque de propagation, puisque c'est en une zone nord-est frontalière avec l'Ouganda, le Soudan du Sud, mais aussi il y a un cas à Goma, d'après ce que j'ai lu, frontalier avec le Rwanda. Donc on est vraiment sur une zone régionale très à risque, avec des mouvements de population. Vous savez autant que moi qu'il y a une zone d'insécurité majeure dans la région, donc tout n'est pas bien compris et contrôlé. Donc oui, le risque régional est vraiment important. La situation est probablement grave. On parle du 24 avril, mais avec ce nombre de décès, on peut imaginer que ça a commencé peut-être même avant, puisque là, à 3 semaines... Ça vous paraît beaucoup, 91 morts? Oui, ça me paraît beaucoup. Si petit laps de temps. Exactement, ça me paraît beaucoup, oui. 350 cas, 91 morts, ça me paraît beaucoup, ce qui fait dire que c'est peut-être avant la fin avril qui est les premiers cas. Mais bon, l'enquête le dira encore une fois. Dans l'idéal, vous parlez des mesures à mettre en place, à adopter dans des zones parfois à risque, auxquelles on n'a pas toujours accès. C'est quoi l'idéal ? Alors, l'idéal, effectivement, ça serait d'avoir un vaccin. Il en existe un pour la souche Zaïre, qui a été mis en place à chaque fois lors des dernières épidémies en RDC, et ça permet de contenir, puisqu'on va vacciner les contacts et les contacts des contacts. Là, pour cette souche, il n'y a pas de vaccin homologué et disponible pour cette épidémie. Il y a des candidats vaccins qui sont en cours de développement, et on est en train de travailler avec l'OMS pour avoir cette liste, pour voir lesquels pourraient éventuellement être évaluer pendant l'épidémie pour avoir des données d'efficacité clinique en vie réelle. Mais ça va aller assez vite. Tout le week-end, on a travaillé avec l'OMS dès l'annonce pour essayer de mettre en place des protocoles de recherche pour évaluer les vaccins dont je parlais, mais aussi des thérapeutiques, parce qu'il y a des candidats traitements également qui existent, et on est en train de travailler pour mettre en place un protocole pour donner en post-exposition, c'est-à-dire une personne va être en contact d'un malade, on n'a pas de vaccin, peut-être qu'il y a un traitement qui peut être efficace pour ralentir, voire stopper la progression du virus chez le contact. Donc ces protocoles sont en cours de travail, vraiment, c'est un travail disons, de sprinter, parce qu'il faut agir très vite. Ensuite, il faut avoir les autorisations réglementaires, éthiques, que les gouvernements des pays soient OK avec les protocoles. Et donc, tout ça va se jouer dans les jours qui viennent. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de cases à cocher en très peu de temps. Vous parlez de sprint. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui ? En tout cas, je suis optimiste sur la mise en place possible de recherche au cours de cette épidémie. Sur la situation, maintenant, on est au courant. Les équipes de MSF vont aller sur place pour prendre en charge. L'OMS va déléguer des moyens et des ressources. Donc, l'isolement des cas et le contact tracing a commencé. Et donc là, ça va permettre probablement de ralentir. Mais comme ça s'est passé déjà depuis plusieurs semaines, il va falloir aller chercher tous ces contacts et identifier tous les malades. Comment on fait ça ? Parce qu'on évoque depuis tout à l'heure des populations qui sont parfois très difficilement atteignables. Vous avez bossé sur le terrain. Vous savez qu'il y a toute une partie de la population qui va passer dans le trou de la raquette, là. Disons que c'est un travail d'enquêteur vraiment minutieux, où il va falloir interroger les malades avec qui ils ont été les jours précédents pour identifier les contacts. Et ensuite, aller voir ces contacts, trouver leur adresse, leur poser des questions sur leurs symptômes ou pas, et ensuite avoir une surveillance de ces contacts jusqu'à ce qu'ils sortent de la période possible d'incubation, qui est de 21 jours. Qui va faire ça ? Alors, les équipes des ministères de la Santé des pays, de RDC et d'Ouganda, appuyées avec les équipes de l'OMS, appuyées par des ONG de type Médecins sans frontières, tout ça avec une coordination sur le terrain. On a les moyens matériels, financiers pour appréhender ce genre de crise. On ne parle pas d'une ville ni d'un pays, on parle d'une région. Alors, je n'ai pas le détail des moyens disponibles, mais dans ces cas-là, l'OMS en général met des moyens
MSF a une capacité ultra rapide de développer sur le terrain des unités de prise en charge des malades. Et ensuite, les gouvernements, vu ce qui se passe, sont aussi sur le sujet. L'OMS, décidément, à la une en ce moment. On parlait beaucoup de l'entrée en scène de l'Organisation pour la gestion et la prise en charge de l'épidémie d'hantavirus. Voilà maintenant Ebola qui pointe le bout de son nez. L'Organisation mondiale de la santé qui organise aujourd'hui son assemblée annuelle. Le grand rendez-vous s'est ouvert ce matin à Genève dans un contexte particulier après les retraits américains et argentins. C'est ce que nous raconte tout de suite en images Noémie Roche et puis on y revient juste après, regardez. Mesdames et messieurs, l'Assemblée est maintenant ouverte. Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est une assemblée sous pression, après une année difficile. Il y a d'abord eu la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'agence onusienne dès son retour à la Maison-Blanche. Un énorme coup dur. L'OMS a perdu le plus grand contributeur à son budget et l'un des principaux acteurs contre les menaces sanitaires mondiales. Nous regrettons cette décision et nous espérons que les États-Unis reviendront dessus. Nous serions heureux d'engager un dialogue constructif pour préserver et renforcer la relation historique entre l'OMS et les États-Unis qui a contribué à des impacts significatifs tels que l'éradication de la variole. Je peux vous en donner une longue liste. Entre ce retrait américain, suivi de celui de l'Argentine, et la baisse globale des contributions internationales, l'OMS a dû réduire son budget de 20%. Un peu plus d'un an plus tard, son directeur assure toutefois avoir stabilisé la situation. L'organisation dit avoir mobilisé l'essentiel des financements nécessaires pour les 2 prochaines années. Dans ce contexte, la résurgence de foyers d'hantavirus et d'Ebola pourrait rebattre les cartes. Il pourrait servir d'argument pour convaincre les États de l'importance du rôle de l'OMS. Cette assemblée se tient également en pleine procédure de désignation du prochain directeur général, lancée en avril, et alors qu'une commission indépendante a appelé dimanche à renforcer d'urgence la réponse mondiale face aux conséquences sanitaires du changement climatique. Voilà, je vous posais la question des moyens financiers et pour cause, budget en baisse de 20%, après notamment le retrait américain. Ça risque, ça peut peser sur la gestion de cette crise? Bien sûr, ça pèse déjà. Le financement, c'est une chose, mais on a aussi des collègues américains qui ne peuvent plus collaborer avec l'OMS. C'est ça aussi le risque. Des experts. Des experts. Et justement, sur Ebola, il y a des experts avec qui on a travaillé sur l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, qui parfois sont empêchés de pouvoir donner leur avis d'experts sur des situations telles que celle-ci où on a besoin rapidement d'avoir les meilleurs experts. Il y a une frustration qui s'exprime à ce niveau-là? Bien sûr, il y a des frustrations qui s'expriment de notre côté, en Europe, en France, mais aussi d'Américains qui ont changé de continent, qui sont venus travailler peut-être pour l'OMS directement ou pour d'autres agences qui connaissent ces experts américains. Donc oui, il y a une vraie frustration sur l'apport scientifique des Américains potentiels. L'OMS a beau tenter de rassurer et de minimiser l'impact, on sent quand même, malgré tout, qu'elle est aujourd'hui face à un nouveau défi, là. Bien sûr, un nouveau défi, vous l'avez dit, 20% de coupe budgétaire, c'est considérable, surtout pour la réponse aux épidémies pandémies qui nécessitent des fonds d'urgence, et c'est des épidémies qui se répètent dans le temps, donc c'est un travail constant et un fonds constant qui doit être mobilisable. Les virologues, les épidémiologistes qui se sont succédés sur ce plateau ces dernières semaines pour nous parler d'un autre virus, l'hantavirus en l'occurrence, nous disent l'OMS, on n'en parle pas ou peu, mais l'OMS a à gérer chaque jour des crises qui sont comme ça passées sous silence parce que c'est pas à la une de l'actualité. Quand je demandais est-ce qu'on est face à une crise inquiétante avec l'hantavirus, on nous disait dans un premier temps non, il n'y a pas de problème, ça va être géré. Ebola qui vient s'ajouter, ça fait pas beaucoup là? Oui, ça fait beaucoup. Alors, c'est vrai que l'OMS gère tous les jours des alertes. Il faut les vérifier, il faut voir quelle ampleur ça a. Là, on est face à une vraie déclaration d'épidémie. La situation est grave dans la région, comme j'ai pu le dire. Sur hantavirus, effectivement, la situation était inquiétante parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Mais là, elle ne l'est plus. Là, tout le monde est rassuré dans le milieu. On est en train d'être rassuré parce que les contacts sont pour l'instant négatifs. Donc, il n'y a pas eu de chaîne de transmission secondaire
par les contacts qui étaient dans les vols, et il n'y a pas d'autres nouveaux cas du bateau qui sont diagnostiqués positifs. Donc voilà, la situation... Là aussi, il y a une grosse période d'incubation quand même de 6 semaines. Oui. Est-ce que c'est pas trop tôt pour le dire, ça, qu'on est rassuré et que le pire est derrière? On peut dire qu'on est rassuré parce qu'il y a des prélèvements répétés et qu'on commence à avoir un peu de recul. Effectivement, la période d'incubation est un peu plus longue, mais encore une fois, on ne la connaît pas hyper bien. On dit 6 semaines, mais peut-être que c'est un peu moins. Il va falloir affiner avec... il va falloir affiner avec les cas qui sont décrits actuellement. Mais oui, voilà, tout ça pour dire que on est parfois avec des émergences concomitantes qui compliquent un peu la situation parce que c'est les mêmes, parfois, experts, ressources qui sont mobilisables. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir des moyens constants et adéquats aux situations telles quelles. Vous êtes bien plus inquiet par cette nouvelle qui nous vient de RDC que par celle du hantavirus? Je suis beaucoup plus inquiet pour les habitants de la région où l'épidémie a été déclarée, parce que on sait que ça peut se propager rapidement si les mesures ne sont pas prises très tôt. Et là, elles n'ont pas été prises tout de suite, d'après ce qu'on sait de l'histoire actuellement, mais encore une fois, ça va s'affiner. Donc, quand on a une épidémie qui est déclarée avec déjà près de 300 cas et près de 60 décès, ça veut dire que la situation a du recul. Donc, voilà, oui, c'est inquiétant. La situation est plutôt grave dans la région. Maintenant, comme je disais, les équipes sont sur place ou vont l'être dépêchées très rapidement. Et on espère que ça va pouvoir être contenu. À tous les téléspectateurs qui nous regardent, et il y en a un certain nombre qui sont dans cette région, quels conseils vous pourriez leur donner aujourd'hui ? Écoutez, sur ceux qui habitent dans la région, dès qu'il y a des symptômes de type fièvre, fatigue, nausées, vomissements, il faut consulter son centre de santé le plus proche pour écarter justement cette fièvre Ebola. Quel que soit le niveau du symptôme. Oui, quel que soit le niveau du symptôme. Quand on vit dans la zone où l'épidémie a été déclarée, c'est important de consulter pour écarter le diagnostic ou le confirmer et pouvoir être isolé justement et ne pas le recontaminer des contacts. Donc on ne réfléchit pas, et peut-être dans les mesures d'hygiène, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des mesures, des recommandations ? Beaucoup de lavage de mains, vraiment c'est vraiment important, et essayer de ne pas être au contact rapproché avec des gens qui sont malades, parce que c'est comme ça qu'on va se contaminer. Même si c'est de la famille, il faut privilégier d'emmener le malade dans un centre de santé plutôt que de le toucher pour éviter de se contaminer. J'aimerais vous interroger sur l'émergence de ces virus. On vient de parler de l'hantavirus, Ebola, et il y en a évidemment d'autres. Alors, vu de nos yeux à nous, qui ne sommes pas des experts, on a le sentiment que soit les virus sont de plus en plus agressifs, soit que l'homme est de plus en plus vulnérable. Elle se trouve où, la vérité ? En fait, peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a une rencontre entre l'homme et l'animal et le virus, peut-être plus importante. On parle effectivement de réchauffement climatique qui dérègle un petit peu les écosystèmes, donc il y a probablement une rencontre plus importante. Il y a peut-être des problèmes d'insécurité ou d'insuffisance alimentaire qui font que certaines régions vont aller chasser plus loin dans la forêt, donc une rencontre avec l'animal plus importante. Donc je dirais que c'est multifactoriel, qu'il y a un écosystème qui est un peu modifié avec tous ces paramètres-là que je viens de citer. Voilà, donc c'est vraiment en train de changer. On a des résurgences. On est en train de comprendre aussi plus de choses. On est en train d'avoir des meilleurs diagnostics, moyens de surveillance. Donc on détecte mieux aussi. C'est aussi peut-être pour ça. Donc tout ça. Tant mieux, parce qu'on nous dit qu'on va devoir probablement avoir de plus en plus de ces émergences dans les années à venir. En tout cas, de ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, on a déjà le cas d'augmentation des épidémies et des émergences. Donc oui, le risque, c'est que ça continue sur cette lignée sur les années à venir. Il y a une période plus propice que d'autres. Là, on est à l'entrée presque de l'été. Ça, c'est une période un peu sensible ou pas ? Pas forcément au niveau international. Après, c'est en fonction peut-être des saisons dans les pays. Il y a des saisons pluvieuses, humides, des saisons plus sèches. Donc, c'est propice à certains virus et à d'autres pour la pénétration dans l'organisme via les muqueuses chez l'être humain.
Donc oui, les facteurs climatiques, l'humidité, la sécheresse peuvent jouer sur la pénétration du virus au niveau des muqueuses surtout. Voilà, donc après, on n'a pas une saisonnalité sur Ebola marquée comme pour la grippe. J'ai une dernière question. On parle depuis tout à l'heure du risque régional. C'est pourtant une alerte internationale qui a été émise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque, que ça aille au-delà? Alors, le risque que ça aille au-delà, j'aime bien rappeler qu'en 2014-2016... qui a été l'une des plus grosses épidémies d'Ebola. La plus grosse épidémie d'Ebola avec 28 000 cas recensés. Il y avait eu une dizaine de cas exportés en dehors d'Afrique. 2300 morts. Oui, il y avait eu énormément de morts en Afrique de l'Ouest. Oui, c'était... Et donc, le risque d'exportation existe, bien sûr, mais sur les 28 000, il y avait eu 10 cas en États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, France, et qui n'avaient pas donné lieu réellement à des chaînes de transmission secondaires, même si 1 ou 2 soignants s'étaient contaminés. Donc le risque est toujours possible, effectivement. Mais pour l'instant, c'est vraiment au niveau régional que la situation est inquiétante. Après, bien sûr, un malade avec des symptômes peut toujours prendre un avion et se déplacer, mais bon, voilà. Et on va suivre évidemment l'évolution de la situation donc, dans cette région. L'instauration, on l'espère rapidement. Donc, vu ce que vous nous dites de protocole, on est en train d'y réfléchir et ça devrait se mettre en place, se concrétiser assez vite. J'espère, oui, dans les jours, semaines qui viennent. Merci beaucoup, Éric D'Ortenzio. Merci d'avoir été l'invité d'Olinfo du jour. Après. J'espère que vous avez bien écouté tout ce que le spécialiste a dit lors de son interview. Ce que nous devons noter concrètement est que pour cette variante de Ebola qui est Bundibugyo, n'a pas encore eu de vaccin pour le traitement. Donc, à chaque fois que vous remarquez dans votre entourage des cas suspects, et quels sont les signes qui vont nous alerter? Des fièvres accompagnées de vomissements. Vous alertez le personnel de santé qui est dans votre localité ou bien qui est plus proche de chez vous, les centres de santé, les services de santé, vous les alertez. Et si vous-même vous vous présentez dans ce cas, rendez-vous directement dans le centre de santé qui est plus proche de chez vous. Également, nous devons constamment nous laver les mains et éviter en permanence des contacts avec les autres pour éviter tout genre de contamination. C'est toujours votre frère, votre serviteur, votre ami, Sylvanus Kouévi. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur ma chaîne. Merci et à la prochaine.